Bienvenue à tous. Dans l'actualité ce dimanche 12 mai 2013, l'Afrique subsaharienne, bien partie en termes de croissance économique, cette partie de la planète serait donc également partie de 5,4% en tout début d'année à 5,7% actuellement. Et les prévisions laissent plutôt entrevoir de belles perspectives. Voilà pour la vitrine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester sur CamNews 24. Performance économique, l'Afrique subsaharienne réalise des belles prestations. Selon le Fonds monétaire international FMI, le taux de croissance de cette partie du globe est de 100,4%. Et les prévisions laissent plutôt entrevoir une accélération pour la période 2012-2013. Cette performance passera donc de 100,4% à 100,7%. La révélation vient d'être faite à Yaoundé par la directrice du département Afrique du FMI, Antoinette Monsio-Saé. C'était au cours de la cérémonie de présentation du rapport sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne, édition 2013. Les précisions avec Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou et Constant Ecolé. Selon la directrice du département Afrique du Fonds monétaire international, les perspectives favorables à la région sont tributaires à la mise en œuvre des politiques macroéconomiques avisées, même si le dosage des mesures diffère nécessairement d'un pays à l'autre. Elle explique cependant que les principaux risques pesant sur les perspectives tiennent aux incertitudes qui entourent l'économie mondiale. Concernant le Cameroun, il est essentiel de mettre en place les conditions nécessaires pour une croissance inclusive, c'est-à-dire les conditions portant sur la promotion des secteurs à haut potentiel d'emploi et générateurs de revenus pour tous. Pour ce, il est conseillé au gouvernement camerounais de favoriser une dépense publique soutenant une stratégie de croissance clairement définie et mise en œuvre de façon efficiente. À la question de savoir pourquoi le développement ne suit pas, alors que l'Afrique subsaharienne enregistre un des meilleurs taux de croissance dans le monde, la réponse est évidente. Il convient de retenir que dans ce rapport sur les perspectives économiques régionales consacrées à l'Afrique subsaharienne et intitulé « Créer une dynamique dans une économie mondiale à plusieurs vitesses », le Fonds monétaire international explique que les projections favorables découlent en partie de l'amélioration progressive des perspectives de l'économie mondiale, tandis que localement, l'investissement dans les secteurs axés sur l'exploitation sera l'un des principaux moteurs de la croissance pendant la période à venir. Le Cameroun, en accueillant cet important événement, réussissait une grande première en Afrique francophone. Raison pour laquelle, dans cette salle de cérémonie à Yaoundé, l'on a noté la présence effective du corps diplomatique, des membres du gouvernement, responsables de la société civile, du secteur privé et des syndicats. Le modérateur de la cérémonie avait pour nom Alamine Ousmane Mey. Il est ministre des Finances. Restons en économie pour dire que l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 était en débat cette fin de week-end à Yaoundé. Partie intégrante des pays exportateurs du pétrole, le Cameroun, avec sa forte croissance observée cette année, est sous les projecteurs des institutions internationales. On fait tout de suite le point avec Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou et Constant Ecolé une fois de plus. Au cours de la conférence de presse donnée en cette fin de semaine à Yaoundé, Madame Antoinette Monsio-Saé, directrice du département Afrique du Fonds monétaire international, et le ministre Alamine Ousmane Mey des Finances se sont exprimés sur cette clairvoyance du gouvernement. Pour la dame du Fonds monétaire international, cette vision est bien possible s'il y a un renforcement des réformes. Si on voit une continuation et un renforcement de l'effort de réforme, surtout au niveau structurel, oui, il y a pas mal de défis et pas mal de questions à résoudre, des problèmes à résoudre aussi. Mais c'est tout à fait possible d'envisager quelque chose comme ça si on a l'engagement des autorités et de la population, de vraiment renforcer le programme de réforme qui doit soutenir ces objectifs. De l'avis du ministre des Finances, les Camerounais doivent eux-mêmes prendre en main cette vision proposée par le président de la République. Chaque fois qu'une aide nous vient dans le sens d'améliorer les chances d'atteinte de cet objectif, elles sont certainement la bienvenue. Mais les Camerounaises et les Camerounais se doivent eux-mêmes d'abord de prendre en main ce voyage qui est le leur afin d'atteindre donc cette destination qui amènerait le bonheur, les meilleures conditions de vie de nos populations en s'associant
des ressources extérieures. Pour mener à bien cette politique, le gouvernement camerounais doit axer ses efforts sur l'accélération de la croissance, adossée sur une bonne gouvernance et à une gestion stratégique optimale des affaires publiques. Également, il doit poursuivre ses efforts de renforcement de l'état du droit en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes, l'amélioration de l'environnement des affaires et l'accès des citoyens à l'information. Ceci avec une fonction publique qui doit se moderniser, tourner le dos à l'attentisme, à l'inertie, à l'immobilisme pour devenir plus efficiente et se donner une éthique à la mesure des enjeux et résolument tournée vers la satisfaction de l'intérêt général. Voilà qui vient donner au Cameroun un ouf de soulagement et surtout une bouffée d'oxygène dans sa ruée vers l'émergence à l'horizon 2500. Cela dit, Journée internationale de la famille, la fête avant la fête. 149 mariages collectifs viennent d'être célébrés à Yaoundé. Ces 149 couples sortent de l'union libre dans laquelle ils vivaient depuis 1, 2, 3 voire 4 décennies à l'initiative du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille en partenariat avec l'Union islamique pour la promotion du mariage. L'événement est organisé en prélude donc à la célébration le 15 mai prochain de la 19e journée mondiale de la famille. Les détails avec Florian Payot, Marcel Vondo-Abin et Eric Ticheux. En ces lieux, 2 couples ont retenu l'attention. Jean-Paul et Emilienne Betoloum, réfugiés tchadiens au Cameroun depuis 21 ans, sont en union libre depuis 30 ans. La nature leur a donné 9 enfants et 3 petits-fils. En ce jour, ils ont officialisé leur union devant l'officier d'état civil. Âgés respectivement de 44 ans et 40 ans, ce couple a pensé à l'essentiel, s'unit après avoir vu grandir leurs sentiments l'un pour l'autre. Cette célébration collective de mariage a connu une forte présence étrangère dans les Centrafricains, Tchadiens, Rwandais, Congolais et Camerounais. Ils ont ici bénéficié de la volonté claire du gouvernement à consolider l'unité familiale de plus en plus menacée par l'union libre. Le président invite donc à réfléchir sur les concepts d'intégration sociale et de solidarité intergénérationnelle. Des concepts qui peuvent être mis en relation et qui interroge sur la nécessité de préserver le lien social entre les individus, quel que soit leur âge, leurs origines et leur culture, pour rester en interaction avec le monde extérieur et affronter ensemble les difficultés. En expliquant les droits et devoirs du couple aux mariés et à l'assistance, le premier adjoint au maire de la commune de Yaoundé 1er, Julienne Fotso, qui conduisait le collège d'officiers d'état civil, a relevé la nécessité du vivre en harmonie. Une harmonie qui s'appuie sur le respect des partenaires, la soumission, l'assistance en tout temps et en tout lieu, l'écoute, la fidélité, la disponibilité et le dialogue. L'événement avait pour slogan le mariage légal, ciment de l'intégralité sociale et de la solidarité intergénérationnelle. Puisse le Seigneur permettre donc à ces couples de vivre heureux et surtout d'avoir beaucoup d'enfants. Cela dit, ouvrons tout de suite la page culture de cette édition d'information sur CamNews 24 avec le peuple Baya qui a donc son nouveau bureau régional. Les représentations du littoral et du sud-ouest ont respectivement pour président Jean-Marie Mounam et Sodea Dimbélé. Ils viennent de recevoir leurs attributs ici même à Douala, lesquels ont à l'occasion convié les frères et sœurs à unir leurs forces afin de promouvoir les valeurs culturelles et la discipline du peuple Baya. Reportage Benoît Dogmo et Divinapi. Cette installation vise à mobiliser un important fonds afin de réaliser les différents projets de la communauté Baya. Le travail qui m'attend, c'est de les rassembler autour de ce mouvement d'entraide, n'est-ce pas? Je dois les amener à cultiver l'esprit de fraternité et de progrès. Donc vous comprenez que c'est une tâche ardue que je dois mener. Animée par la volonté d'être au rendez-vous de l'émergence en 2035, cette communauté gagnera à unir ses forces. Nous devons apprendre à nous souder, à être ensemble autour, n'est-ce pas, de certains projets que nous allons mettre en place.
Donc je vais tout simplement inviter mes frères d'être avec moi pour qu'on puisse, n'est-ce pas, aller vers ce train de l'émergence, n'est-ce pas, qui va nous conduire en 2035. Les Bayas, rappelons-le, viennent du Soudan, peuple conquérant et migratoire. L'on le retrouve au Congo démocratique, en République centrafricaine, au Nigeria, au Libéria et au Cameroun, entre autres. Au Cameroun, les Bayas sont estimés à près de 4 millions, soit les 1/5 de la population camerounaise, et se situent dans les régions de l'Est et de l'Adamawa. Au nom de l'unité et surtout de la fraternité, que ce peuple puisse trouver terrain propice au Cameroun. Cela dit, restons dans le même registre pour signaler que Camerounais et Centrafricains fument le calumet de la paix dans le soleil levant. À ce titre, ils sont donc conviés à cultiver, et j'y suis, le pardon, le partage, mais également la foi. C'est du moins l'économie de l'homélie de circonstance dite par Monseigneur, l'archevêque de Bertoua, Joseph Atanga, qui vient donc de célébrer une messe d'action de grâce à l'endroit des militaires et assimilés de la région de l'Est au lendemain de la crise à la frontière avec la Centrafrique. C'était à la cathédrale Sainte Famille de Bertoua, placée sous le thème Dieu et les militaires. Cette action s'est appuyée sur l'évangile selon Saint Luc pour inviter les militaires à cultiver justement le pardon et le partage au fin d'éviter les bruits de bottes dans cette partie du pays. En outre, cette messe donne l'opportunité aux hommes en tenue de remercier le Seigneur de les avoir donc protégés pendant cette période de crise. Nous y reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. À présent donc, je vous propose de suivre le commandant d'armes Divine Ekonwesi Noko et Monseigneur Joseph Atanga, lesquels reviennent sur les enjeux et la portée de cette messe. Ils sont au micro de CamNews 24. Ces paroles s'adressaient à chacun d'entre nous, non seulement aux militaires, mais à chacun d'entre nous, que nous puissions travailler pour promouvoir la paix, le pardon, la réconciliation. Nous avons de l'espoir que cette aumônerie va aller de l'avant et que tout ce qu'on a pu faire maintenant, Dieu va nous aider à faire beaucoup plus mieux. Étant donné que nous devons être accompagnés par le Seigneur Jésus dans nos missions aussi difficiles telles que vous connaissez. Culture encore et toujours, les psychodrames consécutifs aux décisions de la Cour suprême par l'État du Cameroun au chevet de l'Église presbytérienne camerounaise orthodoxe. La présentation de cet ouvrage par son auteur, Jean Magloire Naté, vient d'avoir lieu dans l'une des paroisses de cette congrégation religieuse à Ebolova. Cet opuscule, préfacé par le docteur Mathias Onangini et postfacé par le docteur Charles Atebaene, est une sorte de plaidoyer pour une sortie de crise. Pour les détails, retrouvons tout de suite Louis de Gonzaga, Archange Banda et Fatime Bintouakoum. Selon les propos de Jean Magloire Laté, l'auteur du livre, l'Église presbytérienne camerounaise orthodoxe est au bord de l'explosion à cause des complots ourdis par des ambitions démesurées des décideurs de cette église, des querelles internes qui ont conduit à la fermeture de la paroisse d'Ekounou à Yaoundé. Notre livre apporte des éclaircies pour que les chrétiens puissent connaître quelle est la constitution de leur église et pour que l'État, qui foncièrement est en train de boycotter les décisions de la Cour suprême, que l'État puisse être sensibilisé, que ce boycott des décisions de la Cour suprême qui demande que la chapelle Epko d'Ekounou à Yaoundé puisse être réouverte. Cette situation a donné naissance à deux camps qui s'affrontent depuis plus d'1 an. Il s'agit de la faction conduite par le secrétaire général, le révérend Raymond Eboo, qui défend le maintien sous scellé de cette paroisse, et le camp des anciens d'église qui réclame sa réouverture conformément à l'arrêt de la Cour suprême. Le livre présenté devant un parterre de pasteurs et d'anciens d'église, visiblement perdus sur les mobiles profonds de cette crise, édifie sur la pratique du droit et de la justice administrative au Cameroun et entend éclairer la lanterne des pouvoirs publics, des autorités judiciaires et des représentations diplomatiques sur les aspects peu connus de ce conflit qui s'enlise déjà. Le conflit en question qui induit l'explosion de l'EPCO, c'est un conflit d'ignorance parce que l'EPCO c'est une église presbytérienne
Et selon le modèle presbytérien, l'Église n'a pour chef que Jésus-Christ. Tout en mettant au grand jour la constitution de cette église, ce bouquin fait aussi un plaidoyer en vue de l'application de la décision de justice stipulant la réouverture de la paroisse scellée par le préfet d'Umfundi. Les fidèles d'El-Kodé-Bolova doivent rester sereins, continuer de prier pour la sauvegarde de l'état de droit au Cameroun, pour la prospérité au Cameroun et pour que la paix revienne dans leur église. Et surtout, ils sont appelés à lire ce livre pour connaître la constitution de leur église et être informés de la situation réelle dans ce conflit. L'auteur, qui déplore sa prise en otage par des stratèges qui aspirent à des fonctions politiques, garde néanmoins l'espoir que la dislocation qui est déjà à la porte peut être évitée grâce à Dieu. Puisse donc la paix du Tout-Puissant d'être avec cette population camerounaise. Rendons-nous tout de suite dans la plus belle des régions, l'extrême nord, et parlons politique avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui s'enrichit. Plus de 700 militants dans l'arrondissement de Diguilao et le canton de Barlang à la faveur des meetings tenus ce week-end. Le respect des textes du Parti de la Flamme a été prescrit aux nouveaux camarades par le ministre de l'Élevage, des Pêches et de l'Industrie animale, le docteur Taïga. Les détails avec Célestin Tabouli, Nabi Malachi et Fatime Bintouakoum. La cérémonie d'accueil de ces nouveaux adhérents s'est déroulée ce samedi 11 mai, respectivement dans le canton de Barlang et l'arrondissement de Diguilao, dans le département du Mayokani. John Way, l'ex-maire MDR de l'arrondissement de Taïbon dans les années 2002, a démissionné officiellement du parti de Dakole Daïsala en compagnie d'un parterre constitué de 300 autres militants du MDR dans le canton de Barlang. La fièvre de démission s'en est suivie dans l'arrondissement de Diguilao, où plus de 400 autres militants issus de 10 cantons, tous aux couleurs du MDR, ont aussi démissionné afin de rejoindre le camp du parti des Flammes. Les meetings se sont tenus en présence du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le docteur Taïga, par ailleurs personnalité ressource du Rassemblement démocratique du peuple camerounais auprès de la section du Mayokani Est. Devant un parterre de militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais réunis pour la circonstance, les nouveaux militants ont pris l'engagement de respecter désormais les textes réglementaires de leur nouveau parti et de cheminer avec son président national Paul Biya. Ils ont également promis un vote à 100% au RDPC lors des prochaines consultations électorales au su de la grande satisfaction du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Ces militants qui ont démissionné vont dans le sens de ce qui a été donné depuis le 9 décembre 2011, avec ma nomination en qualité de ministre de l'Élevage. Toutes les populations de Taïbon se sont senties concernées et veulent dire merci au président de la République. Et pour dire merci au président de la République, c'est de rejoindre les rangs du parti que dirige le président de la République, c'est-à-dire le RDPC. Je pense que c'est le sens, je crois comprendre, qu'ils donnent, n'est-ce pas, à leur retour au sein du grand parti de RDPC. Sur le mobile de cette démission, l'on retient la nomination de Dr Taïga comme ministre dans le gouvernement du 9 décembre 2011. Pour immortaliser cet événement, des animations par des différentes danses traditionnelles en pays tout pourri ont pris cours. Les militants démissionnaires viennent ainsi accroître les rangs du RDPC dans le Mayokani Est qui était considéré alors comme le bastion imprenable du MDR de Dakole Daïsala, président national du dit parti, nommé sénateur titulaire le 8 mai dernier par le président de la République. Voilà donc qui vient galvaniser les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la veille simplement de la rencontre prévue demain à la maison de parti entre sénateurs élus et sénateurs nommés demain donc du côté de Yaoundé au Fundi. Allons donc tout de suite prendre le pouls de l'actualité internationale avec cette mouture que nous livrent les confrères de l'AFP. La Turquie accuse Damas après le double attentat qui a fait 46 morts près de la frontière syrienne. Selon Ankara, les 9 personnes interpellées appartiennent à une organisation terroriste en lien avec le renseignement syrien, ce que dément le régime d'Assad. De leur côté, la presse turque et l'opposition mettent en cause l'accueil de 400 000 réfugiés syriens et la politique de soutien à la rébellion.
Un deuxième cas d'infection par le coronavirus confirmé en France. Il s'agit du voisin de chambre du premier malade qui était rentré de Dubaï porteur des symptômes de ce nouveau virus. Ce deuxième patient a été transféré en réanimation après une aggravation de son état, mais les médecins se veulent rassurants sur la transmission d'homme à homme, plus rare que dans le cas du SRAS. Le retour d'un ancien Premier ministre à la tête du Pakistan, le parti de Nawaz Sharif est le grand vainqueur des législatives de samedi devant celui de la star du cricket Imran Khan. La participation estimée à près de 60% montre l'enthousiasme des Pakistanais pour ce scrutin malgré les attentats. Nawaz Sharif se prépare maintenant à former un gouvernement de coalition qui devra en priorité s'atteler au problème de la rébellion talibane. Première prise de position du pape François contre l'avortement. Le pontife s'est prononcé pour la protection juridique de l'embryon dès le premier instant de son existence et pour la sacralité de la vie. Il s'exprimait à l'occasion de sa première messe de canonisation où 2 latino-américaines et 800 Italiens ont été proclamés saints. Toujours là pour créer la polémique, les Femen ont nargué des manifestants d'extrême droite qui rendaient hommage à Jeanne d'Arc à Paris. Les militantes féministes sont apparues seins nus sur un balcon au-dessus de la statue de la Pucelle. Elles ont dû être évacuées par les pompiers sous les huées et les insultes. Fin donc de cette édition dominicale d'information sur CamNews 24. Merci d'avoir été des nôtres et au nom de toute l'équipe de production faite, des technico-artistiques et autres responsables de l'information, je vous souhaite une bonne soirée à tous sur CamNews 24.